Un très bon après-midi à vous tous qui suivez la télévision rwandaise. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour cette grande édition. La présentation, moi-même, Michel Iladukunda. Des députés membres de la commission parlementaire chargée de la terre, de l'agriculture, de l'élevage et de l'environnement au sein de la Chambre des députés du Rwanda ont effectué actuellement une tournée d'inspection dans différents districts de la ville de Kigali. Cette mission vise à évaluer plusieurs projets consacrés à la protection de l'environnement et à la lutte contre les effets du changement climatique afin d'apprécier leur contribution à la mise en œuvre de la politique nationale sur l'environnement et de changement climatique adoptée en 2019. Les parlementaires ont examiné également l'implication des districts de la ville de Kigali dans ces initiatives en mettant l'accent sur les réalisations déjà enregistrées, les stratégies mises en place pour surmonter les défis rencontrés ainsi que les perspectives permettant d'assurer l'atteinte durable des objectifs fixés. Parmi les sites visités figurent notamment les laboratoires d'établissements d'enseignement supérieur, dont ceux du KIST et du LDK, un site temporaire destiné au stockage des déchets potentiellement polluants dans le secteur de Nduba, ainsi que le projet d'écotourisme Nyandungu Urban Wetland Ecotourism Park, phase 2, situé dans le secteur de Nyarugunga. La délégation parlementaire a également visité l'entreprise Access Rubirizi, spécialisée dans les technologies de refroidissement respectueuses de l'environnement, un secteur considéré comme stratégique dans la réduction des émissions polluantes de l'adaptation au changement climatique. À travers ces visites de terrain, les députés entendent formuler des recommandations susceptibles de renforcer l'efficacité des politiques environnementales et de soutenir les initiatives locales, contribuant ainsi à un développement urbain durable. Les responsables du secteur financier des pays d'Afrique de l'Est ainsi que leurs partenaires techniques et financiers ont examiné actuellement les stratégies permettant d'attirer davantage d'investissements dans des projets destinés à lutter contre les effets du changement climatique. Réunis dans le cadre du 7th East Africa Climate Finance Director Level Meeting, il souligne qu'il est désormais temps de passer de la phase de planification à celle de la mise en œuvre concrète des projets. L'accent est particulièrement mis sur la mobilisation des ressources financières suffisantes afin de soutenir les initiatives durables, notamment dans les domaines de l'adaptation climatique, des énergies renouvelables, de la résilience des infrastructures et de la protection de l'environnement. Ce forum, qui rassemble régulièrement les directeurs et experts financiers des pays de la région, constitue un espace d'échange visant à renforcer la coopération régionale face aux défis climatiques. La participation des pays comme le Rwanda témoigne de l'importance accordée à la coordination des efforts et à l'intégration des politiques climatiques dans les stratégies de développement économique. Les participants espèrent ainsi accélérer la mise en œuvre des projets structurants capables de réduire la vulnérabilité des populations face aux effets du changement climatique tout en favorisant une croissance économique plus durable dans la région. Le ministère de l'Environnement a informé les députés que les problèmes liés au chevauchement des limites foncières qui provoquent divers litiges entre propriétaires seront résolus plus tard d'ici la fin de l'année 2026. Le ministre de l'Environnement, Dr Alakwiye Bernadette, a expliqué que de nouvelles technologies sont actuellement utilisées afin d'accélérer le traitement de ces dossiers. Plus de détails avec Jean-Benoît Michel. Parmi les principales difficultés évoquées figure l'absence de plans d'aménagement du territoire dans certains districts, ce qui freine leur développement. Des citoyens dénoncent également les retards dans l'obtention des titres fonciers, situation qui favorise parfois la corruption. D'autres cas concernent le terrain destiné à la construction. Des citoyens paient des taxes correspondantes, mais se voient interdire de bâtir. Ces préoccupations ont été soulevées lors des visites effectuées par les députés auprès des populations à la fin de l'année dernière. Il existe des zones où la construction est interdite depuis près de 10 ans. Lorsqu'un citoyen demande un permis de construction, on lui répond que l'endroit fait partie de la ville. Pourtant,
La seule infrastructure visible est un poteau électrique ou une conduite d'eau. On peut ainsi trouver un habitant d'Ombaré considéré comme vivant dans la ville de Muhanga. De nombreuses erreurs ont été relevées, à tel point que certains propriétaires ignorent encore que leurs documents comportent des irrégularités. Il serait souhaitable que ces dossiers soient réexaminés et corrigés en présence des concernés. La ministre de l'Environnement, Dr Alakuye Bernadette, a apporté des éclaircissements et détaillé les mesures mises en place par les différentes institutions pour résoudre ce problème, conformément aux grandes orientations adoptées par le pays. Premièrement, 12 services fonciers les plus sollicités représentent environ 85% des demandes ont été digitalisées et sont désormais accessibles via la plateforme Irembo. Deuxièmement, le nombre de prestataires privés interviennent dans les services fonciers, notamment les notaires et les géomètres experts ou bien land surveyors, ont été augmentés. Grâce à ces réformes, les services sont désormais disponibles 24 heures sur 7 jours. Il n'est plus nécessaire de se rendre au secteur ou au district pour acheter, vendre ou échanger un terrain, ni pour effectuer d'autres demandes foncières. Les députés ont toutefois insisté sur la nécessité de renforcer le suivi de ces mesures, estimant que certains responsables au niveau local ne maîtrisent pas suffisamment des procédures de résolution des conflits fonciers. La députée Mukaonani Christine a interrogé la ministre sur les critères utilisés pour déterminer le type de construction autorisée dans les sites d'habitation. La députée Mukawarisa Germaine, quant à elle, a soulevé la question de la forte hausse des prix de terrain déjà lotis. Nous souhaitons savoir sur quels critères se base la classification des habitations dans les sites résidentiels, car il arrive que l'on impose la construction d'un immeuble en étage alors que les habitants par le moyen. Un autre point sensible concerne le secteur de Ruhango, où des terrains destinés à l'habitation ont été transférés au ministère suite à une nouvelle loi, alors que les citoyens les avaient déjà achetés avec intention de s'y installer. Cette situation a été présentée comme un obstacle majeur au développement harmonieux de la ville. Le ministère de l'Environnement a rappelé que plus de 11 millions de parcelles ont été enregistrées entre 2009 et 2013 et que leurs propriétaires disposent aujourd'hui des titres fonciers officiels. Il a également précisé que les services fonciers sont désormais accessibles dès le niveau de la cellule administrative grâce à la technologie et que les données relatives à l'utilisation des terres contribuent effectivement à la planification nationale. Les habitants touchés par le vaste glissement de terrain survenu dans la cellule de Guitwa, secteur de Luengira, ont exprimé leur inquiétude face au risque d'aggravation de la situation en ce district de Kalonji. Ils estiment qu'il devient urgent de mettre en place des mesures préventives afin d'empêcher l'extension de ce phénomène qui menace non seulement les habitations et les activités locales, mais aussi la qualité des eaux de la rivière Ndawa. Selon plusieurs riverains, cette rivière joue un rôle important dans la vie quotidienne et économique de la région, notamment pour l'agriculture, certains usages domestiques et d'autres activités génératrices de revenus. La poursuite de l'érosion et des éboulements pourrait ainsi entraîner des conséquences environnementales et socio-économiques non négligeables. Face à cette situation, les populations appellent donc les autorités compétentes et leurs partenaires concernés à intervenir rapidement en privilégiant des solutions durables telles que la stabilisation des sols, la gestion des eaux de ruissellement et la sensibilisation des habitants aux pratiques de prévention des risques naturels. Les analystes en politique et en gouvernance estiment que le pays et les pays africains doivent renforcer leur unité afin d'atteindre des objectifs de la force militaire conjointe de l'Union africaine dans le but de rétablir la paix et la sécurité dans les États confrontés au conflit armé. Plus de détails avec Jean-Benoît Michel.
À ce jour, le continent africain demeure celui où l'on recense le plus grand nombre de groupes armés et organisations terroristes opérant dans différents pays, comparativement aux autres continents. Parmi eux figurent les Forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, un groupe terroriste composé notamment d'individus impliqués dans le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Actif en République démocratique du Congo, ce mouvement sème la violence depuis plus de 31 ans. Assassinats, pillages et enlèvements. Des centaines de milliers de civils ont été contraints de fuir leur foyer à cause de ces exactions. Un réfugié d'originaire de Rutshuru, dans la province du Nord Kivu, témoigne. Je suis arrivé avec mes parents et mes frères. Fiers les FDLR à cause des atrocités qu'ils avaient déjà commises. Ils nous ont attaqués et tué membres de nos familles. C'est ainsi que nous avons été contraints de quitter notre terre natale. Les analystes économiques considèrent que la prolifération de ces groupes armés constitue un obstacle majeur de développement du continent. Un expert rappelle que l'agenda 2063 de l'Union africaine prévoyait l'initiative Faire taire les armes 2020. Pourtant, en 2026, ces conflits persistent. Comment développer des affaires dans une zone dangereuse? Personne ne peut investir ou offrir des services là où des groupes armés tuent et sèment la terreur. Lors du 39e sommet de chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, récemment tenu à Addis Abeba, la question de la paix et de la sécurité a occupé une place centrale dans les discussions. Le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Issouf, a déclaré: Nous devons faire taire les armes. Nous avons besoin de paix sur notre continent. C'est un engagement inscrit dans nos priorités. Et ce sommet doit nous aider à atteindre cet objectif. À l'issue de cette discussion, les dirigeants africains ont réaffirmé leur volonté de mettre en place et de soutenir une force militaire conjointe capable d'intervenir rapidement dans les zones en crise. Cependant, le professeur à l'Université du Rwanda est expert en droit international. Dr Alphonse Moulefou souligne que l'expression « faire taire les armes » n'est pas nouvelle dans les discussions politiques africaines. Il a rappelé qu'une décision similaire avait été prise en 2013 pour atteindre cet objectif en 2020. Mais jusqu'ici, en 2026, les conflits se sont intensifiés. Selon lui, le principal défi réside dans la mise en œuvre effective des décisions adoptées, ainsi que dans la volonté politique des États membres. Le journaliste et analyste politique Albert Rudatsimburgwa estime également que l'Afrique doit d'abord renforcer sa cohésion interne et éviter toute dépendance excessive vis-à-vis des puissances étrangères. L'Union africaine existe, mais ses capacités réelles restent limitées. Les contributions financières des États membres devraient être renforcées afin de permettre à l'organisation de fonctionner efficacement. Lors de l'ouverture de la réunion des chefs d'état-major des forces terrestres tenue ce 21 octobre 2025 à Kigali, le président de la République du Rwanda, Paul Kagame, a insisté sur la responsabilité des Africains dans la gestion de leur propre sécurité. L'Afrique connaît plus de conflits que toute autre région du monde. La résolution de ces problèmes exige une coopération étroite entre nos États. Nous ne pouvons pas attendre que d'autres prennent en charge la sécurité de notre continent. Il n'existe aucun défi que nous ne soyons pas capables de relever nous-mêmes. Selon le rapport 2023 du Global Terrorism Index, l'Afrique demeure le continent le plus touché par le terrorisme, représentant près de 40% des personnes déplacées à travers le monde en raison de violences extrémistes.
Et donc en parlant de sécurité, certains responsables religieux engagés dans la promotion de la paix et de la réconciliation dans la région des Grands Lacs ont annoncé leur volonté d'intensifier la sensibilisation auprès des combattants encore présents dans les forêts de la République démocratique du Congo afin qu'ils se désolidarisent du mouvement FDLR et choisissent de rentrer volontairement au Rwanda. Cette déclaration est intervenue à l'issue d'une visite effectuée au centre de Mutobo, situé dans le district de Musanze, une structure spécialisée dans la réinsertion sociale et la réhabilitation des anciens combattants. Les leaders religieux ont salué les efforts entrepris par les autorités rwandaises pour accompagner ces ex-combattants vers une réintégration pacifique dans la société. Selon ces responsables religieux, la sensibilisation morale et spirituelle peut jouer un rôle déterminant pour encourager ceux qui vivent encore dans la clandestinité et abandonner la lutte armée. Ils estiment que le retour volontaire, accompagné de programmes de réhabilitation adaptés, constitue donc une voie essentielle pour consolider la paix durable, renforcer l'unité et contribuer à la stabilité de toute la région des Grands Lacs. Le Rwanda Biomedical Center a indiqué que le nombre de personnes recourant aux services de santé mentale a augmenté d'environ 9% entre 2021 et 2025. Parallèlement, le nombre des cas liés aux troubles psychiques continue également de progresser, une situation qui préoccupe les professionnels de santé. L'institution appelle ainsi tous les habitants du Rwanda à effectuer des consultations précoces afin d'évaluer leur état de santé mentale. Selon ces responsables, un dépistage rapide permet non seulement de mieux comprendre sa situation psychologique, mais aussi de prendre des mesures adaptées pour préserver son bien-être et prévenir l'aggravation des troubles. La hausse des problèmes de santé mentale s'inscrit dans un contexte plus large où ces troubles augmentent partout dans le monde. Les spécialistes expliquent cette évolution par plusieurs facteurs: pression socio-économique, traumatisme psychologique, stress lié au quotidien, difficultés familiales ou professionnelles, ainsi que diverses situations pouvant affecter l'équilibre émotionnel. Certains citoyens ayant déjà consulté saluent l'impact positif de ces services. Twiz et David, par exemple, a affirmé que la consultation lui a permis de mieux comprendre son état et d'obtenir un accompagnement adapté, ce qui a amélioré son bien-être. À l'inverse, Uhoziliazi Théogène, qui n'a pas encore sollicité ces services, a estimé que des préjugés subsistent encore. Certaines personnes craignent encore la stigmatisation et redoutent d'être assimilées à des pathologies graves. De son côté, Anne-Marie Bamukunde, responsable au sein de RBC dans le département de la santé mentale, a confirmé que la fréquentation de ces services est en nette progression. Elle souligne toutefois l'importance de poursuivre les campagnes de sensibilisation afin de réduire les tabous et encourager davantage les personnes à consulter. Les données de RBC ont montré que la dépression et l'épilepsie figurent parmi les principales causes de troubles de santé mentale. Ensemble, ces pathologies représentent environ 26% des cas chez les adultes et près de 17% chez les jeunes. Les autorités sanitaires ont insisté enfin sur la nécessité d'intégrer la santé mentale dans les priorités de santé publique, rappelant qu'un accompagnement précoce contribue fortement à la qualité de vie, à la cohésion sociale et au développement global du pays. Direction sport, Tour du Rwanda, jour J-4, avant la 18e édition du Tour du Rwanda, la fête du vélo, la course cycliste internationale. La course aura lieu donc du 22 février au 1er mars 2026. Les coureurs parcourront une distance totale d'environ 993 km répartis sur 8 étapes. Avant de parler de cette course, quelle est l'histoire du vélo dans la tradition rwandaise? Plus de détails avec Jean-Damascène Maléchim. Introduit par les colons vers 1950, le vélo était autrefois un symbole de prestige et de richesse au Rwanda. Il servait principalement au transport des biens et de produits alimentaires. Progressivement, il est devenu un sport. Les premières compétitions limitées locales ont pris une dimension plus formelle en 1984, lorsque des employés du ministère des Sports alors ont enregistré officiellement la Fédération rwandaise de cyclisme auprès de l'Union cycliste internationale.
Dès lors, les compétitions commençaient à se structurer. En 1987, des cyclistes rwandais participaient pour la première fois aux Jeux africains. C'était au Kenya. La fédération lance ensuite le Tour du Rwanda en 1988, marquant le début de la reconnaissance nationale du cyclisme comme discipline sportive. Après le génocide commis contre les Tutsis en 1994, les équipes de cyclisme se sont progressivement reconstituées. En 1999, l'équipe nationale rwandaise participe aux Jeux africains à Johannesburg, en Afrique du Sud. 10 ans après, le Tour du Rwanda est intégré au calendrier international de l'Union cycliste internationale. Ce fut un tournant marquant l'ouverture du pays aux compétitions internationales et la diffusion des courses à la télévision. Le Tour du Rwanda ne cesse de grandir, attirant des cyclistes africains et internationaux. En 2019, il est promu en catégorie 2.1 de l'Union cycliste internationale, devenant la course la plus prestigieuse du continent. Kigali et les collines rwandaises s'illustrent désormais sur les chaînes de télévision du monde entier. Cette croissance a été accompagnée par des investissements dans les infrastructures. Le centre Africa Rising de Musanze a été créé pour développer le cyclisme au Rwanda et en Afrique. Il a joué un rôle clé dans le rayonnement du Tour du Rwanda. Le vélo est devenu un outil de promotion de la santé et du tourisme. C'est sur ces images que nous clôturons cette grande édition au nom de toute l'équipe qui a contribué. Je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise et d'ici à la prochaine.